Les amis, salut à tous, vous êtes avec Planète GT. Aujourd'hui, nouveau tour du propriétaire avec le Cupra Tavascan, qui est le deuxième véhicule 100% électrique de Cupra. Et pour le coup, vous le voyez déjà, en termes de style, ils ont mis la sauce. Du coup, il va falloir que je vous montre tous ces petits éléments de style dans une vidéo que je vais essayer de faire aussi détaillée que possible. Donc préparez-vous, installez-vous délicatement et suivez-moi. On est parti. Évidemment les amis, on va devoir parler du style, c'est un petit peu le but du tour du propriétaire et pour le coup c'est super intéressant parce que Cupra a des moyens. C'est vraiment intéressant de voir comme ils sont un peu en train de prendre le dessus d'une certaine manière sur Volkswagen et même sur Skoda parce qu'on est sur la même base qu'un Enyaq et un ID.5 et pour autant, clairement, rien qu'en design, vous voyez que le budget a été mis ici parce qu'avec Cupra Tavascan, ils font pas les choses à moitié. Déjà vous le savez, j'étais un grand amoureux du Cupra Formentor et honnêtement, en termes de design, j'aime beaucoup ce qui est proposé. Le premier point à noter, c'est que on commence à avoir des logos lumineux. Pour le coup, c'est la première fois qu'on le voit chez Cupra et on devrait voir d'autres véhicules qui vont nous le proposer. Et rien que là, on peut noter que sur le capot, il y a un travail très important qui est mis en place pour vraiment muscler le véhicule. Un Skoda Enyaq, par exemple, ne propose pas autant de forme et c'est super intéressant parce que vraiment, ça va venir donner du caractère, ce qui est un petit peu le propre de Cupra. Et en plus, ça nous amène très logiquement du centre du véhicule vers l'extérieur. Vraiment, c'est un petit peu l'idée, c'est offrir de la largeur à la voiture avec une signature lumineuse qui est vraiment intéressante parce que via ce motif triangulaire qui est répété 3 fois, ils essayent de dessiner le regard de ce Cupra Tavascan. Et franchement, je trouve que ça marche trop bien. Il faudra qu'on parle des futures versions à venir, mais ici sur cette version, le rendu est vraiment top parce qu'il est mis en relief par tout un travail de volume qui va de la partie haute du capot au bas du pare-choc avec vraiment de la finesse et une volonté d'après le designer de créer une sorte de design un petit peu de requin et vraiment on a un effet plongeant sur la voiture qui marche de manière très agréable. Il y a également du contraste, donc vous pouvez le voir entre la couleur carrosserie et toute cette zone qui est baignée dans du noir avec une intelligence intéressante, c'est-à-dire que vous pouvez voir qu'en fait ici il y a des petites LED qui viennent créer du contraste avec le logo. Il y a aussi un aspect réglementaire pour une raison simple, c'est qu'on m'a dit qu'il ne pouvait pas y avoir 3 points lumineux détachés sur un véhicule. Du coup, il y a une distance réglementaire à avoir entre un phare et l'autre avec cette ligne qui du coup fait la jonction et c'est pour ça qu'on voit mine de rien pas mal de constructeurs qui ont une grande ligne traversante sur leur véhicule. J'aime quand même beaucoup le fait que dans une zone baignée de noir, ils arrivent à faire pas mal de style. C'est-à-dire que là, on a des petits motifs qu'on retrouvera à l'intérieur de la voiture et surtout en partie basse, vous pouvez le voir, on veut mettre de l'agressivité et du dynamisme et surtout, encore une fois, élargir la voiture. C'est pour ça qu'on a ces grandes entrées d'air et ce travail pour aller vers l'extérieur de la voiture, c'est vraiment une volonté du designer et notamment, c'est pour ça qu'on retrouve ces petites touches de cuivre qui essayent d'attirer le regard vers toute cette zone-là qu'ils ont voulu sculpter. Et également, ce qui est cool, c'est que toutes ces entrées d'air ne sont pas là juste pour le style, elles ont également une fonction aérodynamique et de refroidissement. Et quand le style est allié à la fonctionnalité, on est toujours preneur. Regardez toute la volumétrie, vraiment c'est ultra bien fait parce qu'on a une face avant très verticale, légèrement penchée à l'intérieur. Vous verrez qu'ils vont à l'inverse à l'arrière de la voiture. Et surtout, si on part de ce logo lumineux et qu'on descend, regardez tout le travail de volume qui est fait et qui tend vers l'extérieur, qui vient vraiment tirer ici pour mettre en lumière la signature lumineuse. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de regarder du coup le capot, notamment avec ce léger passage d'air qui permet de vraiment creuser sur la zone qui est sous mes mains pour logiquement remonter au niveau des passages de roues et créer du muscle. Essayez de poser autant que possible la voiture parce que mine de rien, il y a des contraintes techniques qu'on ne voit pas mais qui sont bien là et honnêtement, ils arrivent à s'en sortir intelligemment. Et les amis, il faut qu'on parle du profil parce que logiquement, ce véhicule est familial. Et ça n'y paraît pas quand on regarde la face avant. On pourrait croire qu'on est sur un SUV énervé. Il y a de la puissance, certes. Toujours est-il que dans son utilisation, ça va être plutôt civilisé. Et Cupra réussit à le mettre dans son profil qui, en opposition avec la face avant, devient un petit peu plus tranquillisé. Par contre, il y a des éléments intelligents qui aident la prestance globale de la voiture, notamment le fait d'être venu peindre ce montant A tout en noir pour faire en sorte qu'on ait une continuité entre les vitres latérales et le pare-brise avant et l'autre côté de la voiture. Ce qui donne ce que les designers appellent un effet casque, un effet visière de casque de sport, de course automobile, qui vraiment permet de faire flotter le toit, également de venir rejoindre toute la partie de bas de caisse et ça affine un petit peu la voiture. C'est des petits détails subtils, mais en termes de rendu, quand on la voit de loin, vraiment, ça marche pas mal. Et après, comme je vous le disais, on est sur un profil beaucoup plus
apaisé d'une certaine manière, et j'aime beaucoup l'idée de quand même garder des lignes présentes, vraiment de voir qu'on a un véhicule qui semble taillé dans sa carrosserie, mais en opposition avec la face avant, c'est fait de manière un petit peu plus tranquille, et malgré tout, je pense que ça sort à l'image, vraiment, ils ont fait en sorte de faire ressortir les lignes, et ça marche trop bien parce que ça permet de cintrer un petit peu la voiture. En partie basse également, regardez comment ici, ce petit détail de remontée de bas de caisse permet de faire ressortir le passage de roue arrière. C'est des petits détails, mais un petit peu comme une robe bien faite. Ça permet de mettre en valeur les lignes, le galbe de la voiture, et le rendu marche vraiment bien pour le coup. Au niveau des jantes, ici on est sur une version VZ qui offre 340 chevaux et du coup on a les jantes les plus grosses avec 21 pouces. Et en termes de style, c'est vraiment, je trouve, plutôt bien fait. Alors à voir dans son habitat naturel, sur la route, etc. Mais je trouve que ça marche bien. Les petites touches de cuivre fonctionnent. Pour le coup, là, j'apprécie. Et en fait, ils arrivent très bien à cacher toutes les zones remplies de la jante parce qu'il faut optimiser un petit peu l'aérodynamisme. Et franchement, en termes de style, on est pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez. Partie basse, parce qu'on est sur un SUV, on a du contraste en noir pour affiner un petit peu toutes les zones de carrosserie. Et sincèrement, j'aime beaucoup. Les poignées de porte sont lisses. Encore une fois, on optimise en aéro. Et en fait, vous avez un petit bouton à l'intérieur qui permet d'ouvrir la porte sans qu'elle sorte. En termes de style, c'est pas mal. Globalement, j'aime bien le rendu. Je trouve que c'est mieux fait, et c'est ce que je voulais vous dire d'ailleurs, c'est qu'en termes de pente, que ce soit sur le montant C ou le montant A, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur une proposition différente de ce qui est fait sur un Skoda Enyaq ou un ID.5. Alors ce qu'il m'a dit, point intéressant, c'est que ici, vous avez forcément la même inclinaison que sur un ID.5 ou un Skoda Enyaq pour une raison simple, il faut pouvoir respecter l'angle des réflexions du pare-brise par rapport à l'affichage tête haute dont je vous parlerai peut-être tout à l'heure. Mais à l'arrière, clairement, ils ont un angle personnalisé et le rendu est un petit peu différent et permet d'incliner légèrement plus la voiture vers l'avant et donc de lui donner ce côté agressif. Et globalement, dites-moi ce que vous en pensez, mais ça marche pas mal pour un véhicule de 4,64 m parce que ça ne paraît pas si long que ça, alors qu'on n'est pas si loin de ce que peut représenter un Peugeot 5008. Et on arrive donc sur l'arrière de la voiture et vous pouvez noter que je commence directement en le prenant vraiment de profil parce que regardez tout le travail de style et de forme qu'ils ont voulu mettre. En comparaison par exemple avec un Skoda Enyaq coupé que je vous disais un peu trop plat sur la partie arrière, on peut voir qu'il y a beaucoup plus d'efforts pour y mettre du volume. La chute de toit, la vitre arrière est vraiment top. Et regardez le petit élément très agréable. Ici, on a un petit effet béquet tout intelligent, un petit spoiler qui est directement intégré dans le bloc lumineux qui traverse toute la voiture. Et du coup, si on revient un petit peu sur le profil, vous allez voir qu'ils ont fait des trucs intéressants parce que cette nouvelle signature lumineuse est super intelligente. Pour une chose simple, c'est que forcément, en prenant tout l'espace, elle élargit la voiture. Vous pouvez voir qu'en termes de dessin, elle vient illuminer le logo Cupra, encore une fois nouveauté, et surtout ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'elle s'étend très intelligemment ici, et surtout, elle vient créer une petite ceinture qui pince délicatement la voiture avant de créer cette petite bosse là, et c'est comme un effet, encore une fois cintré, très intelligent, avant de créer cette ligne qui est aussi là pour l'aérodynamisme. Et sur le style, vous pouvez voir qu'on retrouve même sur la catadioptre une forme de triangle qui est aussi intégrée dans cette nouvelle signature lumineuse qui, je l'espère, profite d'une animation parce que le rendu est vraiment top dans l'ensemble du bloc optique. Vraiment, ça c'est top. On peut noter le lettrage Cupra fait très intelligemment. Notez d'ailleurs qu'à aucun endroit, on ne voit le naming Tavascan. Pour le coup, il est mis de manière très discrète dans les feux, mais à part ça, ils ont fait le choix de vraiment s'imposer par le design global de la voiture plutôt que d'avoir à expliquer comment elle s'appelle. Et j'apprécie. Et au niveau du diffuseur, déjà j'aime beaucoup que dès le pare-choc, on peut voir, regardez, qu'ils ont du volume. Même là, ils sont venus pincer très légèrement et ça donne du style. Et on a un diffuseur très imposant qui a deux volontés. Il aide aussi à l'aéro et surtout, il permet d'élargir la voiture en termes de visuel. C'est pour ça qu'ils ont fait ce rendu très imposant qui est assez simple en termes de style, mais vraiment en impose et permet de poser la voiture. Alors, le petit truc, c'est que quand on prend la voiture un petit peu de loin, ça manque peut-être un peu de hanche. Et pourtant, comme je vous le disais, ils ont fait l'effort d'essayer de cintrer au maximum ici, juste en dessous du feu, pour vraiment faire ressortir tout le passage de roue. Mais il y a des moments où, effectivement, je trouve que la voiture est un peu étroite. Et ça, c'est le petit point qui m'enquiquine un tout petit peu, mais c'est la limite technique du véhicule. Franchement, c'est plus maîtrisé que ce que proposait Volkswagen ou Skoda en termes de style. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais honnêtement, le rendu me plaît pas mal.
Et les amis, me voici à l'intérieur. Et honnêtement, encore une fois, Cupra a le budget, clairement, parce que pour le coup, on peut voir qu'en termes de style, ils ont pu se permettre d'aller assez loin. Le rendu est vraiment top, notamment avec cette grande colonne vertébrale, c'est un peu comme ça qu'ils l'appellent, qui vient créer toute la structure centrale de manière très flottante, c'est-à-dire qu'on a une partie basse qui vient intégrer un chargeur à induction, des petites zones de rangement, les portes gobelets et également des rangements centrales avec une boîte assez profonde, avec notamment la clé, et vraiment cet aspect très flottant. Alors pour le coup, la voiture me semble pas complètement allumée, donc j'ai pas toutes les lumières d'ambiance, mais normalement je crois qu'il y en a quelques-unes qui viennent encore souligner cet aspect flottant. On a une intégration également de toutes les parties, comment on appelle ça, de toutes les aérations qui est faite de manière très discrète dans les zones un petit peu creusées. C'est super intelligent. On peut regarder aussi côté boîte à gants, honnêtement en termes de volume. Je crois que c'est pas mal et franchement, l'aspect général est top. Si je dois parler un petit peu des matières, c'est très plastique par contre. Alors là, c'est une sorte de tissu très légèrement moussé, mais cette grande zone là qui est texturée, ça c'est le point intéressant, et peut-être un petit peu trop plastique. Et c'est vrai que par contre sur les matières, il y a du plastique un peu partout, et ça c'est l'élément qui redescend un petit peu le niveau qualitatif, parce que sur le design, la proposition, il y a une vraie personnalité qui fait du bien, et ça c'est le point appréciable. Regardez même les sièges pour le coup. Ici, on est sur des baquets, je crois que c'est la version microfibre, il y a une version tissu et il y a également des baquets encore plus haut de gamme mais qui ne sont pas disponibles aujourd'hui. Et en termes de motifs, vous pouvez voir qu'il y a un vrai travail d'identité qui est propre à Cupra et qui pour le coup fonctionne vraiment bien. Et les amis, logiquement, il convient aussi de parler un petit peu de technologie d'écran. C'est vraiment la norme aujourd'hui. Et vous pouvez le voir, on a un nouvel écran qui est immense. On est à 15 pouces et je trouve ça presque excessif. Mais pour le coup, il y a du bon point parce que de l'autre côté, ils réduisent la taille de celui derrière le volant. On est à 5,3 pouces et c'est en plus couplé avec un affichage tête haute en réalité augmentée que pour le coup, je ne peux pas tester. Mais de ce qu'on avait déjà pu voir, par exemple, sur un Skoda Enyaq, je pense que cette nouvelle version sera encore meilleure. Le point intéressant, c'est qu'on a également un volant réglable en profondeur, ça vous serez content de le savoir. On a des palettes derrière le volant qui vont vous permettre d'avoir 5 niveaux de régénération de frein régénératif. Et si on parle un petit peu de cette nouvelle interface, il y a des éléments intéressants. Alors, vous serez peut-être un petit peu triste, on a toujours des commandes de clim tactile, on a une zone ici qui permet de régler le volume, ça c'est des éléments qu'on connaît dans le groupe Volkswagen. Par contre, cette nouvelle interface me semble intéressante, déjà par sa rapidité. Vraiment, on atteint un niveau de rapidité là qui est vraiment bluffant. Globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, vous avez la zone d'accueil et ici, la zone d'application. Le petit point à noter, c'est que ces trois éléments là, ces trois petits widgets, si je reste appuyé, vous allez pouvoir les personnaliser. Donc par exemple, si j'appuie ici, ça va me mettre full link. Et pareil ici, si je veux, je peux personnaliser cette zone. Si je dis pas de bêtises, vous voyez, je peux choisir par exemple de venir y mettre un onglet navigation. Donc il y a vraiment cette volonté d'avoir un affichage plus lisible parce que c'est vrai que c'était un petit peu compliqué dans le groupe Volkswagen jusqu'ici avec un écran qui est beaucoup trop grand. Pour le coup, ils se sont emballés, mais le rendu global est pas mal du tout. À voir sur la route, évidemment. Le petit point que je peux noter, c'est que on pourrait croire que sur le volant, c'est des boutons tactiles, mais en réalité, non, c'est bien des boutons physiques, même si ça paraît tactile. Et aussi, je voulais vous parler de manière visuelle de ces fameuses aérations. Comme vous pouvez le voir, elles sont intégrées de manière très discrète, et ça, c'est un bon point. Franchement, j'aime beaucoup cet intérieur, comme je vous le disais, juste les matières sur lesquels je me pose des questions. Évidemment, nouveau véhicule, du coup on va jeter un petit coup d'œil aux contreportes. J'aime beaucoup l'intégration de cette poignée, vraiment subtile, de manière intelligente dans le profil de cette zone de cuivre. On peut voir qu'ils ont réussi à mettre des petits inserts lumineux directement dans cette matière. Je ne sais même pas si c'est du tissu ou du cuir, mais le rendu avec tous ces petits motifs triangulaires très Cupra, ça marche bien. Et par contre, vraiment si on chipote sur les matières, c'est peut-être un peu trop plastique. Alors ça, c'est un tissu très légèrement moussé. Il faut vraiment appuyer pour se rendre compte que c'est moussé. Et en partie basse, pour le coup, il y a un grand, pas si grand que ça, rangement. Et après, encore une fois, toute une zone plastique. Mais globalement, ce qui compte, c'est, comme je le dis souvent, ce qui est à hauteur de regard. Et pour le coup, je trouve que même si vraiment cette matière est un petit peu étrange, le rendu global est top. Can you come here and just show there? Regardez à l'intérieur le rendu que je vois. Regardez comment franchement le rendu est top, avec notamment tous les petits inserts lumineux. Pour le coup, il n'y a rien à dire. Il y a vraiment une personnalité. On a toute cette zone flottante.
et en plus avec le bain de lumière qu'il y aura quand vous serez dans la rue, je crois qu'il y a une vraie proposition intéressante à tester dans des conditions réelles, mais pour les coups, les amis, je trouve que ça marche pas mal. Côté coffre, on nous annonce 540 litres. Alors, je regarde rapidement comme ça, je peux voir qu'il y a des rangements latéraux. On a un faux fond qui va permettre, par exemple, de mettre les câbles, sachant que d'ailleurs, ce point-là peut aller complètement au fond. Et si je l'enlève, vous allez voir un élément intéressant, c'est que vous avez également un range-câble juste ici, qui permet encore une fois d'avoir un petit espace si vous avez quelque chose à mettre. Et juste dessous, on a de la carrosserie, donc clairement, vous n'en aurez pas plus. Mais en termes de volume, je trouve qu'il y a de quoi faire. Point à noter d'ailleurs, on n'a pas de bouton qui nous permet très simplement de venir rabattre la banquette arrière. Ça, c'est le petit point dommage. J'ai également pu voir qu'on a ce qui ressemble à une prise allume-cigare, c'est a priori ça. Et on a deux loupiottes des deux côtés, et ça c'est un bon point parce que des fois vous allez mettre quelque chose ici et ça peut bloquer la lumière. Là vous avez des LED de ce que je vois des deux côtés. Globalement, en termes de volume, on est pas mal et évidemment, c'est un coffre électrique. Et il convient logiquement de venir essayer un petit peu les places arrière. Et pour le coup, les amis, je crois qu'on est sur un véhicule qui peut fonctionner pour une famille. Vraiment, confort appréciable. Je vais monter l'appui-tête. Vous pouvez voir que pour un véhicule coupé, alors il faudra pas être trop grand parce que pour le coup, moi je suis à 1m73 et on peut voir qu'il reste non pas grand chose non plus, mais la sensation est très bonne. Peut-être qu'on pourrait augmenter le confort de l'accoudoir côté porte, mais globalement, j'aime beaucoup et en espace aux jambes, vous pouvez voir qu'il reste de quoi faire. Les baquets ne prennent pas trop de place et là, ça c'est un point qui est appréciable. On peut regarder du côté de l'accoudoir central. Vous pouvez voir que pour le coup, même avec les deux portes gobelets sur les parties extérieures, il est très moussé. Notez également qu'on a une trappe à ski, toujours important pour ceux qui veulent partir ou déplacer des éléments un peu volumineux. Et aussi, évidemment, le grand toit panoramique, les gars. Et là, ça, c'est le petit point quand même qui fait du bien parce que ça vient, ça vient un petit peu à l'encontre de ces fenêtres qui ont tendance à devenir de plus en plus étroites. En termes de rendu, les amis, j'aime quand même beaucoup la proposition de Cupra qui, comme je vous le dis, a beaucoup de personnalité. J'aime beaucoup ce qui est proposé. On a un petit rangement derrière les sièges, on a des ventilations réglables. Visiblement, on peut contrôler la température et on a des sièges chauffants et on a deux ports USB en partie basse pour ceux qui auraient besoin de recharger leur téléphone. Et également, pour les parents, on a deux attaches ISOFIX des deux côtés, pas en zone centrale, mais sur les deux côtés extérieurs. Il y a de l'ISOFIX, vous serez heureux de le savoir. Et il semble qu'il est possible de venir obturer le toit avec certainement un bouton qui se cache là-bas. Voilà les informations que je peux vous donner. On arrive donc à la fin de cette vidéo et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement, découverte intéressante parce que on part d'une base connue et pour le coup, Cupra réussit à intégrer toute la personnalité qui lui est propre et surtout qui est nouvelle, c'est-à-dire que ces petites signatures lumineuses triangulaires, tous ces petits éléments de style qui vont vraiment dans la durée venir installer la marque Cupra, je trouve qu'ils fonctionnent plutôt bien. Alors, je suis curieux de les voir sur des véhicules plus compacts parce que, il faut le dire, c'est un SUV assez massif. Toujours est-il que pour le coup, la découverte me plaît pas mal. Il faudra qu'on en voit plus. J'espère qu'on pourra tester tout ça dans des conditions réelles assez rapidement. Pour le coup, le véhicule n'arrive pas avant 2024. Donc vous avez le temps. Mais j'étais quand même content de voir ce qu'il nous propose et je suis curieux de voir la suite. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est la fin de cette vidéo. Des gros bisous. Salut.